Bonjour à tous et merci de vous être connectés à ce nouveau webinaire organisé par l'Institut for a Positive Food. Donc aujourd'hui, nous abordons le sujet des recommandations de consommation alimentaire avec 3 présentations extrêmement intéressantes. La première intervenante est Véronique Guern, qui va nous présenter le processus d'établissement des nouvelles recommandations en Suisse. Véronique est collaboratrice scientifique du secteur nutrition au sein de l'OSAV, l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires suisses. Puis, il y aura une présentation par Florent Vieux, chercheur et cofondateur du bureau d'études MS Nutrition, modélisation et statistiques pour la nutrition, qui présentera l'outil OptiSuisse, qui est un outil d'aide à la décision qui justement a accompagné l'élaboration des recommandations alimentaires en Suisse. Et nous avons notre troisième intervenante qui est Pascale Ebel, directrice associée du cabinet Seaways et membre aussi du conseil scientifique de l'Institut Positive Food, qui nous présentera les évolutions du respect des recommandations de consommation alimentaire en France. Et on espère qu'on aura du temps pour les questions-réponses avec vous. Vous pouvez poser vos questions dans l'onglet chat. Alors, je vais passer... Alors, ça ne marche pas. Je n'arrive pas à passer. Ah si, pardon, voilà, c'est bon. Donc, je commence par une petite introduction sur les recommandations de consommation alimentaire. Alors, à l'échelon international, ça s'appelle Food-Based Dietary Guidelines, FBDGs. En fait, il s'agit, quand on élabore des Food-Based Dietary Guidelines, de définir un modèle alimentaire qui couvre les besoins nutritionnels, améliore la santé publique, respecte les cultures et les préférences, tient compte de la disponibilité et de l'accessibilité économique et contribue maintenant, de plus en plus c'est intégré dans les recommandations, contribue à diminuer l'impact climatique. Et donc, ces recommandations, elles forment la base des politiques alimentaires et elles fournissent aux citoyens des conseils pour une alimentation saine, mais aussi elles servent de référence aux professionnels. Alors, la plupart de l'établissement de recommandations et les mises à jour des recommandations alimentaires dans le monde se basent sur un avis scientifique qui a été publié par l'EFSA en 2010 et qui donne une indication sur le processus à suivre pour élaborer des recommandations alimentaires. Et donc, l'EFSA recommande une démarche en 7 étapes qui consiste à faire le point des connaissances sur l'alimentation, les relations alimentation-santé, les nutriments, les aliments pertinents, les habitudes alimentaires. Une 6e étape qui est de tester et optimiser les recommandations, et on va plus s'arrêter sur cette étape-là avec les présentations de Véronique et de Florent, et puis concevoir leur représentation graphique qui est celle qui va être présentée au public. Alors, en France, on est à la veille de la mise à jour des recommandations du programme national Nutrition Santé. Donc, on s'oriente vers le programme nutritionnel Nutrition Santé 5, qui changera d'ailleurs peut-être de nom pour l'année prochaine. Et vous voyez, on a un processus avec différentes instances. La Direction générale de la santé qui saisit le Haut Conseil de la santé publique, le Haut Conseil de la santé publique qui fait des recommandations générales pour l'ensemble du PNNS, pas seulement les recommandations de consommation. Donc, ce rapport, il a déjà été publié. À partir de ce rapport, la direction générale va co-construire les différentes actions à mener. Et concernant spécifiquement l'élaboration des repères, c'est l'ANSES qui, en se basant sur le rapport, va proposer les orientations et ces nouvelles recommandations qui seront ensuite traduites en termes de communication par Santé publique France. Et en plus, chaque programme national nutrition santé est évalué par l'IGAS au bout de 5 ans. Voilà. Ensuite,
donc, je vous ai parlé voilà, on a le rapport du Haut Conseil de la santé publique qui est sorti en juin 2025, qui donne les grandes orientations pour le 5e programme national nutrition santé. Vous voyez qu'il y a pas mal l'accent qui est mis sur les modes de vie, l'inclusion du sommeil, de l'activité physique, de la sédentarité aussi, et concernant les consommations alimentaires, une orientation forte sur la promotion d'une bonne végétalisation de l'alimentation et le renforcement des critères environnementaux. Donc, il est peut-être possible, étant donné ces orientations, que, par exemple, les recommandations concernant la viande changent un peu, puisqu'en France, d'après ce qu'on avait fait remarquer dans les cadres du rapport SFN-RAC sur comment concilier nutrition et climat, on est l'un des pays qui est le plus tolérant, on va dire, à la consommation de viande dans les recommandations. Et puis, peut-être que ça changerait aussi les recommandations en termes de légumineuses. En France, aujourd'hui, la recommandation est de 2 fois par semaine et c'est très variable d'un pays à l'autre, mais peut-être que les légumineuses pourraient avoir une place un peu plus prégnante si on va vers la promotion d'une alimentation plus végétale et plus durable. Voilà, c'est juste des suppositions parce qu'en réalité, on ne sait pas trop ce que nous réserve le prochain PNNS en termes de nouvelles recommandations. Je vais passer la parole après cette introduction à notre première intervenante, donc Véronique Kern. Je vous laisse la parole, Véronique, pour cette présentation de l'établissement des recommandations, des nouvelles recommandations en Suisse. Parfait. Merci beaucoup. Du coup, bonjour à tous. Donc, comme l'a dit, je suis Véronique Guerne et j'ai été chargée en fait du projet de remise à jour en fait des recommandations nutritionnelles en Suisse. Je voulais juste démarrer en fait ma présentation juste pour rappeler que nous en Suisse, que nos recommandations nutritionnelles, la pyramide alimentaire, en fait, c'est une recommandation simplifiée, illustrée pour la population. Elle traduit en fait les besoins nutritionnels d'une personne en santé. En Suisse, on se base sur les valeurs nutritionnelles de référence de l'EFSA. Ça a été harmonisé il y a 3 ans maintenant en Suisse. Avant, on avait différentes références. Maintenant, on se base sur l'EFSA. Et le but, c'est bien sûr tout ce qui est prévention des maladies et puis bien sûr, tout en prenant en compte le contexte culturel. Donc potentiellement, il y a peut-être des choses qu'on va mettre en avant en Suisse et pas en France et pas en Allemagne et autres parce qu'il y a simplement aussi des différences culturelles et d'habitude. L'objectif, c'est vraiment une traduction simplifiée pour la population générale. Les recommandations qu'on a sorties l'année dernière, elles s'adressent vraiment à une population adulte en santé, donc 18-65 ans. On aime bien toujours le rappeler que les recommandations que là je vous présente ne sont pas destinées à des personnes avec des besoins spécifiques comme les végétariens, les enfants ou les sportifs. C'est d'autres recommandations qui sont mises en avant et elles répondent justement à cette problématique de santé publique, donc tout ce qui est maladies non transmissibles et avec le but de réduire la charge environnementale de l'alimentation. La base de la méthodologie de nos recommandations nutritionnelles se base sur la fameuse recommandation de l'EFSA où initialement c'était effectivement en 7 étapes. Nous, on a regroupé certaines étapes ensemble pour développer entre guillemets notre propre méthodologie, mais la base est vraiment ces recommandations de l'EFSA et ça se traduit finalement comme je vous le découpe là, plutôt en 4 étapes que je vais vous présenter, qui sont les bases scientifiques, l'étape primordiale finalement pour connaître le lien santé, influence de l'alimentation sur la santé et l'environnement. Ensuite, on passera sur la modélisation, donc là où on a eu justement l'aide de MS Nutrition et c'est Florian Vieux qui prendra la parole à ce moment-là et je clôturerai par un exemple aussi en Suisse. Et ensuite, grâce à cette modélisation, vous verrez qu'on a des chiffres, mais qu'elles sont pas il faut les traduire pour la population générale. Et puis ensuite, tout ce qui est message, création du visuel.
Pour la base scientifique, en fait, qui regroupe les étapes 1 à 4 de l'EFSA, le but était vraiment de faire ce lien entre santé et environnement. Et là, on a eu différents, partenaires, dont l'Office fédéral, de l'environnement et toute une équipe, d'experts du CHUV qui ont fait, en fait, une grande revue de littérature pour rechercher, en fait, toutes les nouvelles, études qui étaient sorties sur ces liens santé, environnement et alimentation, environnement et alimentation, santé, jusqu'à 2021 puisque après il y a eu toute la suite du processus. Donc il y a probablement eu maintenant sur ces 4 dernières années peut-être des ajouts, mais notre base scientifique, se base sur les études jusqu'en 2021 et le but, c'était justement, comme je disais, mettre ces liens santé-environnement et aussi, ce qui était important, c'est qu'on avait, nos dernières recommandations ont été mises à jour en 2011, donc il y avait eu finalement, plus de 10 ans qui s'étaient écoulés, donc c'était aussi vraiment d'aller voir, bah, qu'est-ce qui avait changé. Donc, ce que je trouvais intéressant, c'était de vous mettre les exemples d'output qu'on a eu, au travers de ce rapport, hein. Le rapport en entier fait environ 200 pages et vous le trouvez, sur, le site de notre, de la confédération, si vous voulez aller, l'éplucher. Mais je trouvais intéressant de vous montrer les données qu'on a eues parce que c'est ces données-là, qu'on a utilisées pour, l'optimisation avec MS Nutrition pour notre logiciel OptiSuisse. En fait, ça nous a, donné des recommandations de santé avec, dans l'idéal, des minimums et des maximums, de consommation pour un effet protecteur pour les maladies non transmissibles. D'accord? Donc tout ce qui est cancer, diabète de type 2, et cetera. Donc ça a vraiment cette portée de comment est-ce que quelle est la quantité minimale, maximale, optimale qu'il faudrait manger pour préserver la santé. On est vraiment dans cet objectif-là de préserver la santé ou de limiter l'apparition, de ces maladies non transmissibles. Et de l'autre côté, on va avoir, les impacts environnementaux qui sont calculés sous forme d'éco-points, donc qui ne sont pas seulement, les émissions de gaz à effet de serre, mais qui vont aussi avoir, l'utilisation des sols, l'utilisation des eaux et cetera. On a aussi d'autres, choses qui sont intéressantes, c'est qu'à chaque fois qu'il y a, l'utilisation, d'une source scientifique, d'une méta-analyse et cetera et une conclusion, on classe toujours, la conclusion si elle a, un effet positif ou neutre et d'où vient, la source si on est sur, plutôt, un niveau A, donc qui était plutôt tout ce qu'on cherche plutôt à avoir un haut niveau de preuve et du coup tout ce qui est A, c'est vraiment les études randomisées ou méta-analyses. Donc là, par exemple, on a, différents outputs pour, les produits laitiers qui va être un petit peu l'exemple que, je vais utiliser tout au long de la présentation. Et là, un exemple du coup, plus concret pour vous donner les données, des aspects, santé. Ce qu'on voit, c'est que pour les produits laitiers, par exemple, pour, le lait entier, le rapport nous disait qu'il fallait, maximum 220 millilitres de lait entier par jour pour avoir un effet, pour avoir un effet protecteur, pas délétère au niveau du développement du cancer de la prostate et que pour limiter un potentiel diabète de type 2, il faudrait limiter tous les fromages de manière générale à 40 grammes par jour. Pour l'instant, ces données, elles disent pas grand-chose, mais ça nous permet déjà après de pouvoir peut-être, faire des limitations avec, le modèle d'optimisation. Et puis là, ça nous donne les impacts environnementaux et ce qu'on voyait, voilà, juste simplement que, par exemple, le fromage frais, sans surprise, c'est ce qui est, le plus impactant puisque, on utilise beaucoup de lait, de matières premières, pour le fabriquer. Et ensuite, on avait des recommandations, de santé de la part des chercheurs. Qu'est-ce qui était en synergie, qu'est-ce qui était en conflit et ça nous aide après, plutôt dans les aspects de traduction, dans la troisième étape, de prendre certaines, décisions. Et grâce à ces données, une partie de ces données, après je vous montrerai l'entier des données qu'on a utilisées, précisément après la présentation de Florian. Mais du coup, grâce à une partie de ces données, on va venir faire une modélisation statistique pour nous aider finalement à développer, des scénarios, nutritionnels qui respectent différentes, données. Et du coup, je vais juste laisser, Florent, Vieux vous expliquer, comment fonctionne la modélisation pour que vous puissiez ensuite, bien comprendre comment on a fait la suite. C'est donc à mon tour. Bonjour à tous, merci pour l'invitation à intervenir. Donc, je suis Florent Vieux, directeur général
de MS Nutrition, et puis je suis aussi et surtout chercheur. Donc, je vais vous présenter OptiSuisse, donc présenté comme un outil d'aide à la décision pour accompagner dans l'élaboration des recommandations alimentaires suisses. Alors, je vais articuler la présentation en deux parties. On va parler un peu du moteur de l'outil, et puis en deuxième partie, un peu la carrosserie avec tout ce qui est interface de l'outil, puisque c'est un outil sous forme de logiciel. Alors, tout d'abord, une dia contextuelle, qui est la problématique des nutritionnistes et des diététiciens, puisque on consomme ou on mange des aliments, mais notre corps, lui, a besoin tout d'abord de calories, mais également de nutriments, et puis il y en a beaucoup. Et pour chacun d'entre eux, on dispose de recommandations, donc de recommandations nutritionnelles, c'est-à-dire d'apports soit minimum, soit maximum. Donc minimum pour les vitamines et minéraux à favoriser, les fibres par exemple, et maximum pour des composés plutôt à limiter, en tout cas, donc il ne faut pas avoir en excès comme les AGS, le sodium ou les sucres. Donc le but du jeu, c'est de traduire ces recommandations nutritionnelles, et il y en a beaucoup, en choix alimentaires qui soient acceptables. Et forcément, c'est pas évident. Donc, un outil intéressant pour traduire ces recommandations nutritionnelles en choix alimentaires, c'est l'optimisation par programmation linéaire. Et c'est un outil d'autant plus intéressant puisqu'il a été découvert, cet algorithme, dans le cadre d'un problème lié à la nutrition. Donc, un petit cours d'histoire. On revient en 1945 avec George Stigler qui a écrit un livre appelé The Cost of Subsistence, et qui écrit dans ce livre quelle quantité de 77 aliments devrait être mangée pour atteindre les recommandations portant sur 9 nutriments à un prix minimum. Donc, pour répondre à cette question, il va adopter une approche qu'on appelle essai-erreur, c'est-à-dire qu'il va construire un premier régime, vérifier que le régime respecte les recommandations nutritionnelles, et s'il les respecte, noter le prix, puis construire un second régime, vérifier que les recommandations sont couvertes, et noter le second prix de ce nouveau régime, et ensuite comparer les deux prix pour, in fine, sélectionner le meilleur. Donc, vous doutez bien qu'avec 77 aliments à disposition, ça a pris un certain temps pour trouver un régime le moins cher possible. Et puis, en plus, de son propre aveu, il n'était pas sûr à 100%, ce George Stigler, que le prix qu'il avait trouvé était vraiment le minimum. Alors, un an plus tard, donc, on a Georges Dantzig qui va, lui, découvrir un algorithme appelé le simplex, l'algorithme du simplex, et qui est vraiment le cœur de l'optimisation. Alors, il va le découvrir dans un contexte similaire, mais pas complètement identique à celui de Georges Stigler, puisque Georges Dantzig, lui, devait générer un régime pour les soldats américains. Donc, en quelque sorte, comment faire en sorte que les soldats aient une bonne alimentation et également le moins cher possible. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va donc découvrir cet algorithme. Et puis, une troisième personne, appelée Laderman, va appliquer l'algorithme découvert par Dantzig à la problématique soulevée par Stigler, et va pouvoir finalement prouver que le prix le plus faible n'était pas 39,93 $ comme l'avait estimé Stigler, mais 39,69 $. Donc, il avait trouvé finalement une meilleure solution, et en plus dans un temps beaucoup plus réduit que celui qu'avait mis Stigler. Donc, si on veut schématiser finalement la problématique que Stigler a proposée, on peut la schématiser donc sous trois grands blocs. La liste d'aliments, qu'on appelle techniquement les variables, et dans la problématique, il y avait 77 aliments, et pour chacun de ces aliments, on a la composition en énergie et en 8 nutriments, ainsi que le prix. Le second bloc, c'est les exigences du régime. Donc, dans la problématique, le régime devait atteindre 9 recommandations nutritionnelles. Et enfin, la fonction objective, qui est la question que Stigler posait. Donc, quel est le coût du régime, le coût minimum du régime? Alors, l'algorithme, pour répondre à cette question, il va procéder en plusieurs étapes. D'abord, il va vérifier la compatibilité entre les variables et les contraintes. Est-ce que la liste d'aliments à disposition va permettre de couvrir les recommandations nutritionnelles? Il est possible que il n'y ait pas de solution, donc que les variables, la liste d'aliments
ne permettent pas d'atteindre les contraintes ou les exigences du régime. Et dans ce cas, il faut soit flexibiliser les exigences, donc enlever des recommandations ou les mettre à des niveaux moins élevés, soit ajouter des aliments, hein, puisque si on n'a que des boissons sucrées et du fromage à disposition, on va avoir du mal à atteindre les recommandations en fibres et en vitamine C. Donc, il faudra rajouter, par exemple, des fruits à la liste d'aliments. L'autre possibilité, c'est que ça soit effectivement compatible, et dans ce cas-là, on aura un ensemble de solutions et même une quasi-infinité de solutions. Et c'est dans ce contexte-là que va agir le troisième bloc, qui est la question, qui va, elle, sélectionner parmi l'ensemble des solutions possibles, la solution qui est la moins chère possible. Alors, dans le cadre du projet OptiSuisse, donc on a procédé exactement de la même façon. On a créé ces 3 blocs-là, que vous pouvez voir à droite de la slide. Vous pouvez voir qu'on retrouve donc ces 3 blocs avec des paramètres un peu différents, hein. On avait 47 items alimentaires, ce qui est un peu moins que dans la problématique de Stigler, mais beaucoup plus de nutriments. On avait aussi les impacts environnementaux des différents items aliments, des différents aliments, et les relations entre aliments et santé. En termes d'exigence, on était beaucoup plus élevé, puisqu'on disposait de 44 recommandations nutritionnelles. On pouvait aussi jouer sur la réduction de l'impact environnemental par rapport au régime moyen observé en Suisse, contrôler des aspects santé et acceptabilité. Et enfin, concernant le 3e bloc, on s'est accroché à ne pas jouer sur une seule dimension de l'alimentation qui est le coût, mais à trouver un compromis entre différentes dimensions, et en l'occurrence la santé, les habitudes et l'environnement. Donc, on a packagé tout ça dans un joli logiciel qu'on a développé dans R. Et là, je vais donc vous passer à la deuxième partie, qui est vous montrer un peu comment se présente le logiciel OptiSuisse. Donc, ça, c'est la première page du logiciel. On a 3 boutons, un bouton Optimize, un bouton Modify et un petit plus. Si on clique sur le petit plus, on va pouvoir accéder à l'ensemble des informations à disposition. Donc, c'est vraiment pour consulter les données qui sont à disposition en termes de recommandations nutritionnelles, d'habitudes alimentaires, de contraintes qu'on pourra mettre en place. Donc, c'est vraiment de la visualisation. Le second bouton donc, permet d'optimiser. Donc, dès l'ouverture du logiciel, on peut finalement lancer un programme d'optimisation, car le logiciel dispose d'un paramétrage par défaut sur lequel je vais revenir. Et puis, le 3e bouton permet de modifier ce paramétrage par défaut. Donc, on pourra modifier les recommandations nutritionnelles du modèle, modifier les objectifs de réduction d'impact environnemental, et puis changer là, ces 3 dimensions dont j'ai parlé dans la fonction objective. Donc, je vous propose là de lancer finalement ce programme d'optimisation avec le paramétrage par défaut. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a dans ce paramétrage, on a un ensemble de recommandations nutritionnelles, des fourchettes qui sont relatives à l'acceptabilité du régime optimisé qu'on veut obtenir. Il faut retenir aussi que dans le modèle par défaut, on n'a pas de contraintes environnementales. Donc, le modèle est libre d'augmenter, par exemple, l'impact environnemental par rapport à celui observé. Et puis, un 3e paramètre, c'est que la question posée se concentre vraiment uniquement sur les habitudes alimentaires, c'est-à-dire qu'on va trouver un régime qui soit le plus proche possible des habitudes alimentaires observées chez les adultes en Suisse. Oups, j'ai eu un saut. Ah, voilà, désolé. Donc, si on lance et qu'on optimise avec ce paramétrage par défaut, on obtient un ensemble de résultats. Alors, je ne vais pas avoir le temps, décidément, de passer sur l'ensemble des résultats, mais ils sont listés là dans la partie violette. Je vais m'attarder surtout sur des quantités par sous-groupe alimentaire, ainsi que sur l'impact environnemental du régime optimisé, donc le régime par défaut. Alors, on peut voir que ce régime par défaut, donc on a un ensemble de sous-groupes, là on a 6, on peut voir qu'il augmente par rapport au régime observé en Suisse, donc illustré en gris. On a une augmentation du lait, du yaourt, du poisson, des légumineuses, des céréales complètes et raffinées, ainsi que des noix.
Et puis, pour compenser ces augmentations, on a une baisse de certains sous-groupes alimentaires, en l'occurrence le fromage, la viande, les matières grasses animales, les boissons sucrées et le jus de fruits. Alors, en naviguant un peu dans les résultats, on va aussi s'apercevoir qu'en termes d'impact environnemental, le régime optimisé, finalement, a un impact environnemental plus élevé que celui observé. On a l'optimisé à droite et l'observé à gauche, et on voit qu'on atteint 4,7 kg de CO2 par jour dans l'observé, alors qu'on augmente à 4,9 kg de CO2 par jour dans l'optimisé. Donc, je vous propose de générer deux scénarios. L'un où on va donc garder l'ensemble du paramétrage par défaut, mais ajouter dans un premier scénario une contrainte visant à ne pas augmenter l'impact environnemental par rapport à celui observé, et puis dans un deuxième scénario, de réduire l'impact environnemental, en plus de toutes les recommandations qu'il y avait dans le paramétrage par défaut. Donc pour cela, on clique sur Modify et on va pouvoir modifier, grâce à cette petite réglette, l'objectif en termes d'impact environnemental dans le régime optimisé. Donc pour le scénario 1, on va lui dire qu'on n'augmente pas l'impact environnemental par rapport à l'observé. Et puis, dans le scénario 2, on va lui dire « Je veux que l'impact environnemental soit réduit de 15% par rapport à celui observé ». On va obtenir, donc, le logiciel permet de comparer les différents modèles. Donc, on a en gris l'observé, en rouge foncé, le régime optimisé par défaut, et puis nos deux nouveaux scénarios dans des rouges un peu plus clairs. Et on voit par exemple que lorsqu'on applique cette contrainte environnementale supplémentaire, la quantité de fromage et la quantité de viande a tendance à un peu plus baisser. Et pour illustrer finalement le type de questionnement que l'utilisateur doit avoir, c'est que si la quantité de viande baisse, la quantité de lait, elle, augmente, ce qui peut poser comme question la relation qu'il y a entre la production de viande et la production de lait qui sont liées. Donc, est-ce qu'on peut vraiment réduire la quantité de viande d'autant, sachant que la quantité de lait augmente. Donc ça, c'est juste pour illustrer finalement que les résultats obtenus doivent être questionnés et éventuellement reparamétrés. Toujours dans les mêmes scénarios, on a aussi, alors là, c'est un ensemble de groupes plus végétaux, et on voit par exemple que les meat substitutes, donc les alternatives à la viande, augmentent beaucoup dans le dernier modèle généré. Et pareil, là, les utilisateurs pourront se dire, alors en termes de santé et par rapport aux problèmes liés à la consommation de produits ultra-transformés, est-ce qu'il ne faudrait pas finalement contrôler l'augmentation de ce groupe-là des meat substitutes? Donc, c'est une autre question que l'utilisateur peut se poser au vu de ces premiers résultats. Il y a bien sûr un tas d'autres questions. Donc, la relation lait-viande, je l'ai exprimé, la quantité d'aliments ultra-transformés. On peut se poser des questions sur la quantité de phytates dans le régime optimisé ou même le coût de ce régime. Et c'est finalement des questions qui doivent être abordées. Et puis, par rapport au paramétrage par défaut, on peut se dire, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de rester le plus proche possible des consommations observées dans la population suisse, ou est-ce qu'on ne peut pas finalement laisser un peu plus de flexibilité et s'approcher un peu plus d'exigences en termes de santé? Donc, c'est ce que je vais vous montrer dans un tout dernier scénario et dans lequel donc, on va un peu rééquilibrer pour moins mettre de poids finalement sur l'aspect habitude alimentaire et équilibrer pour avoir pour prendre en compte un peu mieux la relation qu'il peut y avoir avec la santé. Donc, on va pouvoir changer le poids associé à ce qu'on appelle la fonction objective. Donc, si vous vous rappelez le dernier bloc de cette fenêtre-là. Et on va pouvoir donc passer d'un modèle dans lequel on mettait 100% sur l'acceptabilité en un modèle où on va un peu équilibrer ça. Alors là, je vais passer tout de suite au modèle qui a été finalement le plus proche de celui qui a été retenu par les collègues suisses. Donc, en plus de ce rééquilibrage en acceptabilité, envers plus de prise en compte de l'aspect santé,
on a décidé aussi de générer un modèle avec une réduction d'impact environnemental un peu plus importante et puis une modification de certaines quantités par rapport à différents questionnements. Et donc, on a pu obtenir un régime qui a été finalement sélectionné pour la suite du processus d'élaboration des recommandations alimentaires. Là, c'est simplement pour vous donner une idée. On a les quantités observées en abscisse et les quantités optimisées en ordonnée. Et on peut voir qu'on a une augmentation des légumes, des céréales, qui soient raffinées ou complètes, ainsi que du lait et du yaourt, par exemple. Donc voilà, c'est un modèle qui est proche de celui qui a été retenu finalement par les collègues en Suisse. Et je vais donc laisser la parole à Véronique qui va pouvoir… alors, pardon, oui, j'avais une idée de conclusion quand même, juste pour vous dire que c'est une approche assez puissante puisqu'elle est capable de prendre en compte toute la complexité de l'alimentation, qu'il est quand même nécessaire de questionner les résultats et de jouer un petit peu avec l'outil pour trouver le modèle qui sera proche le plus des attentes de l'utilisateur. Et puis, pour info, on a développé ce type de web app dans le contexte suisse, mais on a aussi collaboré avec d'autres pays européens pour les aider au développement des politiques de santé publique. Voilà, je te repasse la parole, Véronique. Ça joue, parfait. Donc du coup, comme ça, vous avez, bien en tête un petit peu de comment fonctionne, ce logiciel OptiSuisse. Et pour rappel, nous, du coup, en Suisse, on a pris en compte, du coup, plusieurs dimensions, donc la santé et l'environnement avec les données issues du rapport, que l'on appelle le rapport du CHUV, donc que je vous ai présenté tout à l'heure, dans lequel il y a effectivement 47 aliments, et qui ont tous été renseignés avec l'impact environnemental et les recommandations de santé. Mais ces items alimentaires, ils ont aussi été renseignés avec les habitudes de consommation en lien avec ces aliments, dans le sens à quelle quantité la population suisse consomme ces aliments, ce qui nous permet ensuite de travailler sur ce côté justement acceptabilité. Est-ce qu'on est proche, est-ce qu'on dévie beaucoup ou pas de ce que les Suisses ont l'habitude de manger? Et ils ont aussi été renseignés avec leur composition nutritionnelle pour que le logiciel puisse respecter les valeurs nutritionnelles de référence, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on utilise nous les références de l'EFSA. Donc ça, j'y passe très brièvement parce que Florian vous l'a très bien expliqué, mais du coup, on a ces groupes alimentaires qui sont renseignés avec toutes ces données et l'idée, c'est de venir faire aller le modèle pour qu'il respecte nos données qui étaient de respecter au maximum les habitudes de consommation, ses valeurs nutritionnelles et la relation santé et environnement. Donc là, je vous donne un exemple d'output qu'on a eu pour les produits laitiers. On va voir la quantité recommandée, les minimums et les maximums de consommation dans la population. Et ce que finalement le modèle, lui, nous propose, c'est une quantité journalière pour respecter tous nos différents critères d'environ 340 grammes par jour qui se différencie en lait, yogourt et en fromage. Hem et nous donne justement aussi, ça je trouve intéressant de vous dire qu'avec, cette composition-là et la diète entière proposée par, OptiSuisse, on couvrait, les recommandations, calcium et iode, par exemple. Donc ça, c'est des données, finalement brutes. La seule chose, c'est que, comme l'a très bien dit Florent, il y a des limites quand même à la modélisation, ça nous guide, c'est un outil qui est très puissant parce que justement on peut mettre, différentes variables, on peut vraiment choisir ce qu'on veut, comment on veut avoir notre diète. Par contre, le logiciel, il va toujours entre guillemets, au plus simple. Donc par exemple, là, je prenais l'exemple, des différents fromages où tout d'un coup, il va nous proposer que 1 gramme, de fromage à pâte dure, par exemple. Je crois que c'est le dur. Mais il le fait parce que, ce fromage, par exemple, enfin parce que l'un ou l'autre des fromages est plus riche en calcium, que l'autre est moins, impactant à l'environnement et il va vraiment chercher la solution, la plus simple sans forcément prendre en compte que, la quantité qu'il va donner est réaliste. Et puis bien sûr, OptiSuisse, là, nous, on n'avait que 47 aliments. Bien sûr que ça ne reflète pas, toute la variété, qu'on va retrouver, dans nos supermarchés. Donc ça nécessite vraiment un travail supplémentaire.
Donc, ça nous donne vraiment une très bonne base sur laquelle on peut s'appuyer pour nos scénarisations et ensuite développer ce qu'on on a nommé cette partie-là la traduction, mais c'est finalement comment est-ce qu'on va donner au grand public, quel groupe alimentaire, quelle quantité, quelle portion alimentaire ça va nous donner. Et par exemple, bah, là, je vous donne de nouveau un exemple de comment on a fait avec les produits laitiers. Donc, les données au petit suisse, c'est ce que je viens de vous montrer tout à l'heure. On peut se questionner, est-ce que c'est une portion qui est réaliste? Bah, 1 gramme de fromage par jour, je crois que c'est le fromage à pâte dure qu'ils nous donnait, ça reste une portion qui est pas, pas très compréhensible pour la population. Qu'est-ce que dit la littérature scientifique? Donc, qu'est-ce que nous donne le rapport du CHUV? Ah, il nous avait donné un maximum de 40 grammes par jour pour le fromage et un maximum de déci plus ou moins pour le lait entier dans le cadre de la préservation de la santé. Et ensuite, c'est OK, mais qu'est-ce que nous dit la consommation des Suisses? En moyenne, ils consomment 240 grammes de produits laitiers par jour qui se répartit en 100 grammes de lait, 50 grammes de fromage et 52 grammes de yogourt. Et du coup, avec ça, nous, on va venir euh, développer la recommandation en s'assurant bien sûr qu'on vient quand même couvrir tous les besoins nutritionnels et les données que OptiSuisse avait bien entendu calculées. Donc, nous, on est parti sur une recommandation entre 2 et 3 portions par jour. Je crois que c'est un tout petit peu différent en France où actuellement c'est 2 portions par jour. Donc nous, on est un peu plus large parce qu'en fait, à 2 portions par jour, on n'arrivait pas, par exemple, à couvrir les besoins en calcium et en iode avec ces recommandations-là. Donc on est parti sur 18 portions par semaine. Et du coup, ensuite qu'on a traduit en portions. Une portion, c'est 2 décis de lait, 60 grammes de fromage à pâte de bol, etc. Tout ce travail-là, il a été fait pour chaque groupe alimentaire. Et il n'a pas été fait seul, dans le sens où on a travaillé tout au long de notre projet avec la Société suisse de nutrition, mais on a aussi travaillé avec, différents experts, hein. On a tous les experts du CHUV, hein, les chercheurs, on a l'Office fédéral de l'environnement aussi qui a été, avec, nous. Mais on a aussi, travaillé sous forme de focus group avec, des gens qui étaient plutôt sur le terrain, des diététiciens ou des acteurs, en santé publique plutôt pour les aspects, pratiques, les visuels et cetera. Et plutôt tout ce qui était aspect, scientifique avec, différents experts, que ce soit des experts de la confédération ou alors d'établissements hospitaliers, de hautes écoles, de santé et cetera. Et quand on a eu finalement ces traductions, de différents groupes alimentaires en portions et cetera, on vient les traduire, dans des nouveaux visuels. Un visuel qui a été aussi, retravaillé en 3D pour justement aussi accentuer de ce qui est proche de nous, dans la pyramide alimentaire, c'est ce qu'on doit le plus consommer. Je ne peux pas aller dans les détails de tout ce qu'il y a, sur cette pyramide qui est un petit peu implicite, mais on a aussi développé, par contre des feuilles d'information, parce que, la pyramide finalement donne une certaine base de conseils, mais les vraies recommandations vont vraiment, se retrouver, dans ces feuilles d'information avec, l'explication des portions et cetera. On a aussi, d'autres outils comme une application de santé, l'assiette équilibrée qui vient, de sortir pour l'application plutôt, pratique. Et voilà, j'arrive au bout. Je vois de toute façon que le temps file et Merci, très merci plaisir. beaucoup. Non, vous êtes bien, dans les temps. Bon, on a peut-être 2 minutes de décalage, mais pas plus et donc je passe la parole à Pascal. À toi, Donc, Pascal. bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette invitation. Ce que je vais essayer de vous donner comme élément, c'est maintenant d'essayer de comprendre quelle influence ont ces recommandations sur ce qu'attendent les consommateurs, comment ça a évolué et en effet sur la réalité des comportements. Donc, pour ça, je vais d'abord commencer un petit peu par ce qu'on appelle les représentations, c'est-à-dire les attentes des consommateurs. Qu'est-ce que ça a changé en France, les recommandations qui datent du premier PNNS, qui date de 2001, comment ça a structuré un peu la pensée des consommateurs. Alors pour ça, je regarde au travers de questions ouvertes qui sont posées à toute la population avec un échantillon représentatif. Et ce qu'on voit très bien ici, avec un historique qui est
avant tous ces messages de recommandations de santé publique, en 88, qu'est-ce que les Français s'imaginaient par rapport au bien manger, donc avec des formulations qui permettent finalement d'être assez larges et de les laisser s'exprimer de façon très spontanée. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment un changement vis-à-vis finalement de la responsabilité individuelle. C'est qu'en 88, bien manger, c'est avant tout un comportement collectif, le modèle alimentaire à la française, hein, c'est-à-dire que c'est les repas, c'est les plats, c'est l'enchaînement, entrée, plat, dessert, et finalement une vision très axée sur la convivialité. Et puis, à partir du moment où on a des messages de santé publique qui sont portés par beaucoup de parties prenantes, hein, que ce soit évidemment le gouvernement, ce programme national nutrition santé, mais aussi tous les acteurs économiques qui vont véhiculer cette façon de voir les choses. Et là, on change un peu de paradigme et ça, petit à petit, ça s'inscrit dans la durée. En 2025, on voit que finalement, on est beaucoup plus porté sur la responsabilité individuelle. C'est que finalement, c'est au consommateur d'agir et c'est lui qui doit, par son comportement, aller vers une alimentation saine. Et le mot sain, vous voyez, il apparaît qu'en 2018 et qui est beaucoup plus tourné sur ce que je dois changer, moi, dans les caractéristiques des produits. Je vous montre juste les différences qui vont être significatives entre l'année 88 et 2025. Quels sont les mots qu'on donnait en 88 par rapport à 2025 et qu'est-ce qu'on dit en 2025 et n'était pas dit en 88. Donc en 88, on était vraiment sur le décorum, c'était la restauration, on va au restaurant, on mange une entrée, un plat, un dessert, du fromage, on enchaîne des aliments et finalement on le voit dans les verbatims, hein, c'est avant tout axé sur ce que je fais et comment je partage le repas. Par contre, en 2025, on est complètement dans une vision très centrée sur soi, où ce qui compte, c'est que le produit ne soit pas transformé, qu'on ait des produits biologiques, que ce soit des produits de saison. Et on voit arriver comme ça tout un tas de normes, hein, c'est le terme qu'on utilise en sociologie, qui sont injonctives, où on vous dit il faut manger des produits de saison, il faut manger du fait maison, du non transformé, des fruits, les 5 fruits et légumes, des protéines. Et donc, ça évolue très, très vite parce qu'il y a de plus en plus de messages. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a vraiment une segmentation qui se fait autour de ces injonctions. Il y a ceux qui vont accepter les injonctions, c'est ceux qui vont être dans le carré en haut à gauche, hein, où on va intégrer toutes ces normes. Donc, on va imaginer que bien manger, c'est manger local, cuisiné, bio, de saison, avec des produits frais et locaux. Donc, ça caractérise une partie de la population qui suit ces injonctions, qui sont toujours les catégories CSP+, les plus diplômés, et ceux qui vont, dans la pratique, acheter plus de produits bio que les autres. Et puis, à l'opposé, on va voir en bas à droite des gens qui sont réticents par rapport aux injonctions et qui, finalement, restent un petit peu sur ce qu'on faisait en 88, hein, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est manger ce qu'on aime et juste à sa faim, parce qu'il y a aussi depuis, bien sûr, des difficultés qui sont aujourd'hui en 2025 beaucoup plus fortes. On a une insécurité alimentaire qui concerne un tiers des Français toujours en 2025. Et puis, on va avoir des variations en bas à gauche, où là, on a complètement intégré les normes, c'est plutôt des femmes. Et vraiment, ce qui est resté et qui finalement est partagé par tous, c'est 5 fruits et légumes par jour, alors qu'au moment où c'est arrivé, les 5 fruits et légumes par jour, la catégorie qui est réticente, hein, qui sont plutôt les CSP-, c'était un peu refusé. Mais aujourd'hui, ce qui est refusé par ceux qui sont en bas à droite et qui refusent les injonctions, c'est plutôt de diminuer la viande. Et donc, il y a aussi ces évolutions qui se font. Ça prend du temps. Dans qu'est-ce que font les gens? Donc, évidemment, on a besoin d'outils pour mesurer. Donc, ce qu'on a, c'est qu'en France, on a quand même été un petit peu précurseur, puisque la première enquête de mesure par carnet alimentaire a été mise en place en 1999 avec l'enquête 1K1 et qu'on a pu suivre avec des enquêtes qui se faisaient tous les 5-10 ans. Donc, il y a les enquêtes qui s'appellent 1K, la prochaine va s'appeler Alban, et puis au Crédoc, hein, où j'étais, on avait conçu la première enquête 1K1, et ensuite on a fait un système qui se faisait tous les 3 ans, qui était exactement la même méthode pour pouvoir
être comparable et pouvoir faire ces évolutions. Le Crédoc a arrêté, donc depuis, on a remis en place une enquête qui, elle, va être en roll-on, c'est-à-dire en continu, comme en Angleterre, comme aux États-Unis, où on n'arrête pas le système. Parce que le problème, c'est quand on arrête tous les 5 ans, et c'est ce qui s'est passé avec les enquêtes en cas, on change de méthodologie à chaque fois, et là, on va maintenir finalement une mesure, un outil de mesure qui, évidemment, a des limites, mais qui a l'avantage de ne pas bouger au cours du temps. Donc, c'est une enquête par carnet. Simplement, qu'est-ce que ça veut dire par carnet? C'est ce qu'utilisent les diététiciens. C'est simplement qu'on demande aux gens d'écrire tout ce qu'ils consomment, d'estimer des quantités. Donc là, en France, on utilise des photos qui sont utilisées notamment dans Nutrinet et qui permettent d'estimer les quantités. Et on remplit pendant toute la journée. Et là, nous, on a choisi de prendre que 3 jours parce qu'il y a des limites quand on fait 7 jours pour être plus comparable, notamment aux enquêtes 1K3. Et on va évidemment avoir des échantillons représentatifs de la population sur des critères qui sont notamment la profession, puisqu'on sait, on sait qu'il y a des différences, notamment d'acceptabilité des recommandations selon les catégories sociales. Et puis, on intègre le contenu de chaque carnet avec évidemment une base d'aliments qui est la plus complète possible. Et on a pu cumuler finalement toute cette expérience du Crédoc en utilisant le même outil de plateforme de recueil des données, et on est passé en online. Donc, on a des échantillons qui sont de l'ordre de 3000 individus en ayant séparé enfants, adultes. Et là, la difficulté pour accéder aux recommandations nutritionnelles, c'est bien entendu d'arriver à l'aliment qui est cité, le fruit, les légumes, la charcuterie, les légumineuses, etc. Et pour ça, comme de plus en plus au cours du temps, les gens consomment des plats intégrant ces ingrédients-là, on a petit à petit pris des plats de plus en plus composés. Eh bien, il a fallu décomposer. Et donc, l'intérêt de la mesure, c'est qu'au fur et à mesure des enquêtes du Crédoc, on a petit à petit mis en place des décompositions secteur par secteur. Et là, on a fait cet effort de tout décomposer en même temps, prenant des recettes. On en prend 3. Sur les produits maison, on prend plutôt des sites de recettes maison, comme Marmiton, et pour tout ce qui est industriel, on est parti d'Open Food Fact. Et puis ensuite, il faut arriver à quantifier à partir de ces recettes. Et là, on utilise des coefficients crus vers le cuit. La recette dans Marmiton, c'est du cru. Et ensuite, on optimise pour qu'en termes de nutrition, on retombe sur la nutrition globale des tables qui sont produites par l'ANSES. En France, on utilise le SIQUAL. Et ainsi, on a les mêmes résultats qu'on décompose ou pas les consommations des produits complexes ou pas. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, je vous prends évidemment plutôt la partie France. Donc, qui suit les recommandations? Donc, le constat que j'avais pu faire en utilisant ces enquêtes qui pouvaient finalement donner une mesure qui soit assez continue dans le temps, c'est qu'il y a des très fortes différences, en plus de ce que je vous ai dit sur le social, qui sont les différences selon les générations. Donc, il y a un effet qui est énorme sur les fruits, sur les légumes, et sur les produits plus préparés par rapport aux autres. Et donc là, je vous montre celui où il y a l'effet le plus important. C'est quand je prends les fruits, en ne prenant pas ce qui était dans les recettes, parce que ça n'a pas été fait dans les années du passé, mais finalement, quand je regarde les générations les plus âgées, on voit bien qu'il y a un niveau de consommation en grammes par jour de 200 grammes par jour, à partir sur les générations robots électriques et les suivantes. Et par contre, plus je vais sur des générations jeunes, et plus ça diminue. Donc, on est à 50. Donc, on divise par 4 le niveau de consommation de fruits quand on est dans la génération bien mangée par rapport aux générations de leurs grands-parents. Et ça, évidemment, comme on devient parent, si on a un niveau faible, eh bien, ces enfants en consomment très peu. Donc, il y a vraiment une diminution qui est en escalier et qui est difficile à contrer par des recommandations. Et ce qu'on observe aussi quand on regarde des suivis de consommation sur lesquels il y a eu des recommandations, c'est que le premier pas qui est fait, je vous prends un exemple qui est celui où il y a eu des taxes, où il y a eu des prises de parole sur ce sujet, arrêter de baisser la consommation de soda. Eh bien, ce qu'on voit, c'est qu'entre 2003 et 2010, donc 2003, il n'y avait pas encore les messages,
c'est que chez les enfants, ce sont les enfants des classes CSP+, cadres, professions intermédiaires, artisans, commerçants, qui consommaient le plus de soda. À partir du moment où on a communiqué sur la diminution de soda, eh bien, ceux qui ont diminué en premier, ce sont avant tout, évidemment, ces CSP+. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, alors que c'était les enfants de cadre qui en consommaient plus, aujourd'hui, ceux qui en consomment le plus, ce sont les enfants d'ouvriers. On peut regarder comme ça tous les aliments. Si je prends les produits carnés, on voit qu'il y a ici, entre 2007 et 2016, une diminution qui s'est faite chez les cadres et professions libérales. Ce sont celles qui aujourd'hui consomment le moins, même si finalement les ouvriers ont aussi diminué leur consommation de produits carnés. Maintenant, si je regarde le suivi des recommandations, donc on a pu, grâce aux enquêtes du CREDOC, qui avait cette possibilité d'utiliser tout le temps la même méthodologie. Donc là, ça a été fait sans faire de recettes très précises, mais toujours est-il qu'on avait le même outil qui permettait de regarder. Donc là, à l'époque, on avait une recommandation qui était celle du PNNS2, qui n'est plus tout à fait la même aujourd'hui. Mais si je prends les enfants, on voit bien que ceux qui suivent la recommandation, donc le 5 portions par jour, il n'y a pas de différence en termes de portions. À l'époque, on ne faisait pas de différence entre adultes, donc il y en a évidemment très peu parce qu'un enfant consomme peu. Mais finalement, on voyait bien qu'on avait réussi en 2019 dans un contexte où les facteurs économiques étaient favorables, c'est-à-dire qu'on n'avait pas de problème de pouvoir d'achat, eh bien, on avait réussi à faire augmenter cette consommation. Par contre, en termes de profil, ceux qui ne suivent pas les recommandations sur les fruits et légumes, c'est avant tout les enfants de catégorie qui sont en fragilité, qu'elles soient dans des familles monoparentales, qu'elles soient avec peu de revenus et qu'elles soient dans des régions qui sont celles qui ont plus de difficultés, où on a les individus les plus fragiles, c'est-à-dire plutôt dans la région nord. Quand on regarde chez les adultes, on a le même effet, c'est-à-dire qu'on a bien une augmentation du suivi des recommandations entre 2016 et 2019 et qui est vraiment liée à un contexte très, très favorable en termes de hausse de pouvoir d'achat et en termes de suivi des recommandations pour les adultes. C'est un petit peu la même chose. Il y a vraiment toujours cet effet de génération. Ceux qui ne suivent pas la recommandation, c'est avant tout les plus jeunes, les hommes, les ouvriers, ceux qui vivent dans des foyers où il y a beaucoup d'enfants. À partir du moment où on a plus de bouches à nourrir, on a beaucoup plus de difficultés et évidemment un gradient social qui est très fort. Quand on regarde un autre sujet qui est par exemple le suivi d'une recommandation qui sont sur les produits animaux transformés, la charcuterie, la recommandation est de 150 grammes par semaine. On est en France, dans cette enquête de 2019, on était à 64% de consommateurs qui consomment trop de charcuterie, avec un profil qui est un peu le même que tout à l'heure par rapport aux petits consommateurs de fruits et légumes, qui sont avant tout les hommes ouvriers et qui sont dans des milieux plus défavorisés. Sur la viande rouge, en 2019, on avait 28% des adolescents, 29% des adultes qui étaient au-dessus du seuil de 500 grammes par semaine. Et là, avec des conséquences évidemment sur les profils nutritionnels, qui sont que ceux qui consomment qui consomment trop de viande rouge sont ceux qui finalement vont suivre le mieux la recommandation en acides gras saturés, qui est une recommandation de moins de 12% des apports caloriques. Quand on est petit consommateur, on est bien mieux en acides gras saturés, mais par contre, quand on est petit consommateur, on va avoir plus de risques, ici c'est chez les adultes, sur des nutriments qui sont apportés par les produits carnés, que ce soit sur le fer, sur les vitamines B12, le zinc, et on suit un peu moins bien les recommandations sur les protéines. Donc ça, c'était l'état des lieux en 2010.
Apparemment, on a un problème de connexion. Je ne sais pas si du côté de nos modérateurs, c'est possible de faire quelque chose. Ah, Pascal n'est plus là. Florent, Véronique, vous êtes… Pas de problème de notre côté, mais effectivement, Ouais, moi, j'entends plus Pascal depuis 2 minutes. Là. Alors, c'était peut-être la connexion qui était mauvaise chez Pascal. On va peut-être, comme on est près de la fin, voilà. On va voir si on arrive à reconnecter Pascal. Peut-être qu'on peut commencer. Alors, on n'a pas de questions encore qui sont arrivées, ou les personnes qui ont posé des questions ont dit que finalement, dans le cours, le fil des présentations, leurs questions avaient trouvé une réponse. Mais moi, j'avais des questions pour vous, donc je vais peut-être profiter de ce petit intermède pour vous poser à chacun une question. Véronique, je me demandais quels ont été les changements dans les recommandations par rapport à vos recommandations précédentes. Alors, il n'y a pas eu d'énormes changements. On a réduit un petit peu la recommandation justement en produits laitiers. Avant, on était plutôt sur 3 portions par jour et là, on est plutôt entre 2 et 3. Et on a, on a statué sur justement tout ce qui était produits carnés, donc typiquement la viande, où on a vraiment mis un maximum, on recommande en 2 et 3 portions par semaine de viande, chose qu'avant on était beaucoup plus diffus. On a changé les légumineuses qui avant étaient dans le groupe des féculents et il est monté à l'étage des protéines, même si on encourage, on peut quand même le consommer sous forme de féculents, mais il apparaît vraiment chez les protéines maintenant, avec une recommandation au moins une fois par semaine. L'optimisation nous proposait plus. Ça a été un choix plutôt culturel parce qu'en Suisse, la consommation moyenne de légumineuses, c'est 8 grammes par jour. Donc, en fait, c'était illusoire de mettre une recommandation à 3 fois par semaine qui était complètement à côté des habitudes de consommation. Et puis, une chose aussi, c'est tout ce qui est aliments complets qui a été mis en avant autant dans le visuel que dans les recommandations, où il y a une recommandation de minimum, que la moitié, en gros, des féculents soit sous forme complète. Très bien. Merci beaucoup. Alors, Pascal est revenu. Est-ce que tu veux commenter tes dernières diapos, Pascal? Oui, j'avais vraiment terminé. Ce que je voulais juste ajouter, donc c'était donc les derniers chiffres avec une méthodologie qui a été affinée, qui a permis d'intégrer notamment des recettes pour les fruits et les légumes et qui montre que c'est très, très peu de Français de 18-79 ans qui suivent la recommandation de 5 fruits et légumes par jour, avec une définition des 5 fruits et légumes par jour qui a un petit peu évolué, puisqu'aujourd'hui, on n'intègre plus les jus de fruits et qu'on utilise notamment le fait que les soupes, on ne les prenne pas en entier, mais qu'on prenne, puisqu'on a des recettes, une portion de 80 grammes dans la soupe. Du côté de la viande rouge, en n'ayant pas vraiment changé la méthodologie, on n'a pas bougé. On a toujours un tiers des adultes, 28%, qui sont au-dessus de la recommandation de 500 grammes de viande rouge par jour. Et j'ai juste un dernier slide pour… Par semaine. Par semaine, oui, excusez-moi. Par semaine, et juste pour conclure avant de passer aux questions, hein, donc ce qui est important, c'est d'avoir des outils de suivi qui soient plutôt des outils qui soient toujours les mêmes, toujours la même façon de mesurer les choses, pour en effet bien regarder quelles sont les catégories de population qui ne suivent pas les recommandations. Et on le sait, c'est toujours les mêmes, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment les catégories qui ont le plus de difficultés. Ça ne suffit pas de faire évoluer l'éducation, puisqu'il y a un projet de loi qui est en cours pour faire intégrer l'alimentation dans les programmes, notamment primaires. Ça ne suffit pas de faire évoluer les connaissances, puisque 90% des Français connaissent la recommandation, pour faire bouger les comportements, notamment pour ceux qui ne sont pas tellement perméables aux normes, et qu'il faut donc arriver finalement à changer l'environnement.
c'est de l'offre en fait, plutôt que de demander à chacun d'agir pour sa propre santé, mais aussi pour la planète et les enjeux écologiques. Il faut aller dans des recommandations qui soient plus faciles à intégrer. Une portion, 5 fruits et légumes par jour, ça ne parle pas aux gens, ils ne connaissent pas le 80 grammes. Et donc, évidemment, on essaye de pousser à ce que ce soit plutôt de consommer une portion, de consommer une fois de plus. C'est déjà un gros pas pour beaucoup de pouvoir le faire une fois par jour en plus pour des fruits et légumes et pour de la consommation à réduire, c'est de réduire et faire une fois de moins. Et enfin, le dernier point, c'est d'arriver à faire changer cette accessibilité qui est sur les fruits et légumes assez complexe, puisque ce n'est pas qu'une question de pouvoir d'achat, c'est une question de cuisine, en fait, mais aussi d'ustensiles qu'on n'a pas dans beaucoup de foyers, notamment le fait que les hommes vivent seuls, que les familles monoparentales, pour ceux qui sont parents, c'est compliqué. Et donc, il y a tout un tas d'enjeux à prendre en compte, notamment les évolutions des modes de vie. Voilà, je vous remercie et on va prendre des questions. Je vous remercie à tous les trois pour ces présentations très complètes, pointues et belles, avec des belles illustrations en plus. Alors pour l'instant, pas de questions dans le chat. Surtout, n'hésitez pas, allez-y. On est encore pendant un quart d'heure ensemble. Il y a juste une remarque d'une faute de frappe dans la recommandation en fer dans une des diapos. C'est des milligrammes et non pas des grammes, bien sûr, par jour. En attendant que vous envoyiez des questions. Pardon ? Alors, j'avais une question pour Florent. Florent, à un moment, tu as mentionné rapidement que MS Nutrition a aussi contribué à l'élaboration des recommandations pour d'autres pays. Tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, alors on a travaillé avec d'autres pays, alors déjà en Europe, notamment avec l'Allemagne, l'Autriche et la Hollande, dans le même genre de projet qu'au Petit Suisse. On a aussi là, il y a une publication récente, un boulot fait avec la FAO. Alors là, c'est un petit peu différent puisqu'on n'a pas élaboré un logiciel comme je vous l'ai montré là, mais on a travaillé autour d'un fichier Excel, donc peut-être plus facile aussi à distribuer, etc., pour aider les pays aussi à élaborer des politiques de santé publique. Donc voilà, l'approche d'optimisation, effectivement, connaît son succès puisqu'elle est de plus en plus utilisée pour l'élaboration de ce genre de recommandations. Merci. Alors, on a une question par rapport aux recommandations en Suisse. Peut-on vraiment dire que la question sur les pressions des milieux économiques n'a pas eu de poids? Alors, est-ce que ça veut dire que on n'a pas pris en compte les contraintes économiques dans l'élaboration des recommandations? Qu'est-ce que vous diriez là-dessus? Ce qu'on entend milieu économique, j'imagine le coût de l'alimentation pour une personne. Si c'est ça la question, non, ça n'a pas été mis dans le logiciel OptiSuisse, simplement parce qu'en fait, les coûts des aliments varient constamment et c'est très, très difficile de les recenser. Et on est conscient que y a toute une question dans la durabilité aussi, que justement ça respecte aussi le niveau socio-économique de chacun, et on essaye plutôt de le faire dans les moyens de communication, donc avec des choses simples, et d'utiliser nos partenaires en fait qui vont transmettre l'information, par exemple dans les milieux migrants et autres. D'accord. Alors, merci. Et là, en fait, je me rends compte que j'ai interprété peut-être à mauvais escient la question qui parlait en fait de la pression des milieux économiques sur la mise en scène des recommandations, et en fait qui était relative à la pression des lobbies, et elle dit bravo si vous avez pu résister à la pression des lobbies. Alors, il n'y a pas de
on n'a pas d'intervenants lobbyistes, si on veut dire ça comme ça, dans les prises de position. Bien sûr que on a en fait une commission fédérale de nutrition et au sein de la commission, il y a des gens qui défendent forcément leurs intérêts. Ils ont été invités à prendre position par rapport à nos recommandations. Ça ne veut pas dire qu'on les a pris en compte. Voilà. Mais en tout cas, ils n'ont pas été dans le processus scientifique. D'accord, merci beaucoup. J'avais une question pour Pascal, peut-être dans la diapo sur les générations et les effets générationnels. J'étais étonnée de ne pas voir génération appli chez les jeunes. Ça ne ressort pas, ça. Je vois beaucoup de gens plutôt jeunes quand même autour de moi utiliser Yuka, Jo, des applis aussi qui calculent les montants dépensés pour l'alimentation. Enfin, il y a beaucoup d'applis. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu sais des choses là-dessus? Alors, en effet, on l'a appelée nomade. Hein. C'était un petit peu l'idée qu'elle se déplace tout le temps avec un outil. Ce qu'on sait des applications, donc il y a celles qui sont utilisées pour les achats, donc type Yuka. Donc là, ça s'est stabilisé. On était à 25% il y a 4-5 ans et on est plutôt à 23%. Donc, tout simplement parce que finalement, les gens qui utilisent ces applis, au bout d'un moment, il y a un effet d'apprentissage et ils connaissent bien les produits, mais il y a quand même un petit peu un palier hein, par rapport à une catégorie de population, même chez les jeunes, hein, qui rentrent dans les normes injonctives et qui vont vouloir suivre leur santé. Donc, il y a les montres connectées aussi qui se développent beaucoup et l'utilisation des applications qui seraient à suivre plutôt leur régime alimentaire. Elles sont très, très destinées. Elles ont beaucoup évolué, ces applications. Et aujourd'hui, c'est vraiment le service qui est proposé, c'est du coaching plutôt par un nutritionnel, en fait, un très diététique, très axé santé. Donc, pour l'instant, en dehors des critères d'achat, il n'y a pas un poids très important des applications au quotidien pour regarder ce qu'on mange. Hein. C'est plutôt sur les achats qu'il y a un poids plus important. La proportion de gens qui ont une montre connectée, même si évidemment c'est beaucoup plus fort chez les jeunes, c'est de l'ordre de 10%, hein, donc ce n'est pas très fort. D'accord, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a des questions? Pas trop de questions. Ce que j'ai remarqué, en fait, c'est que l'optimisation sous contrainte, elle a été utilisée aussi par vos équipes, Pascal. Et là, c'était utilisé pour retrouver des recettes à partir des compositions nutritionnelles. C'est bien ça? Oui, alors là c'est beaucoup plus simple, hein, ce que fait Florent. Hein, c'est plus sur quand on fait, comme on doit produire des données sur la nutrition, quand on ne décomposait pas, c'est le cas quand on utilise un K3, on prend les données en produits bruts, mais quand on veut retrouver les fruits, les légumes qui sont dans, et donc par exemple les légumes, la moitié de ce qui est consommé en légumes, c'est dans un produit complexe. Et donc là, quand on décompose, ensuite, on doit pouvoir retrouver le plat composé, la moussaka, avec la composition nutritionnelle de la table SQL. Et donc là, ce qu'on appelle optimisation, hein, c'est simplement qu'on a pris quelques nutriments pour reprendre toutes les recettes et retomber sur la table de composition SQL. D'accord. Alors, les questions. Alors, Florent, mais tu peux peut-être le dire à l'oral. Là, il y avait eu une question sur comment on prend en compte l'acceptabilité. Tu peux peut-être. Oui. Alors, du coup, j'ai essayé de répondre via le chat, mais je peux reprendre oralement, effectivement. Alors, habituellement, mais dans le cas du logiciel moi, que j'ai présenté, effectivement, l'utilisateur, il peut mettre la valeur qu'il veut pour limiter les quantités dans le régime optimisé de chacun des items ou chacun des groupes alimentaires. Habituellement, pour avoir effectivement un socle scientifique et pour ne pas faire ça de façon subjective, on se base sur les distributions de consommation observées dans la population. Donc, ça peut être, je donne un exemple du 95e percentile, on peut dire que pour la quantité de fruits dans le régime optimisé,
on va limiter cette quantité à un maximum égal au 95e percentile, ce qui veut dire qu'il y a seulement 5% de la population qui consomme plus, et ce qu'on peut considérer comme un peu irréaliste ou inacceptable. Mais encore une fois, au vu des résultats, on peut dire après coup, tiens, peut-être que le 95e percentile, là, il est quand même trop élevé, on va peut-être passer au 90e, etc. Ok, donc en fait, on tient compte de l'acceptabilité à la fois à travers les contraintes et puis aussi dans la fonction objectif. C'est deux façons de… C'est ça, la fonction, elle dit « je veux rester le plus proche possible », ce qui ne veut pas dire qu'on est proche, alors que la contrainte, elle, va bien marquer un seuil à ne pas dépasser, Très bien. fixé, quoi. On a une question de Yvette Soustre du Conseil scientifique d'IPF. Le jambon est-il comptabilisé dans la charcuterie? Si oui, est-ce que cela ne fausse pas les recommandations? Comment vous avez pris en compte le jambon en Suisse, par exemple? Pardon. Alors, on n'a pas ce niveau de détail. En fait, on a des items et on avait viande rouge, viande de volaille et puis viande processée. Et du coup, tout ce qui est effectivement jambon, saucisse et tous les types de charcuterie, c'est dans viande processée que ça a été pris en compte. Et le rapport de toute façon du CHUV santé recommandait une consommation de 0. Et quand on faisait notre modélisation, en fait, le logiciel n'utilisait pas les viandes processées. Donc nous, on a simplement mis un maximum de consommation entre 0 et 1 fois par semaine. Ah oui, d'accord. Et Pascal, tu voulais répondre aussi, je pense. Oui, je voulais juste dire qu'en effet, nous, sur le jambon, sur la charcuterie, la recommandation que je vous donnais tout à l'heure, on a bien pris en compte le jambon parce que c'est comme ça qu'on a compris qu'en France, le PNNS résonnait. Mais on a regardé aussi en enlevant le jambon blanc, mais ça ne fait pas baisser beaucoup la proportion de gens qui sont au-dessus du seuil de 150 grammes par semaine. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans notre conseil scientifique de l'IPF, il n'y a pas de remarques, compléments? Moi, je veux bien poser une petite question. Ce qui m'a frappé, c'est le décalage en kilos de CO2 entre 4,7 et 4,9. J'allais dire tout ça pour ça. C'est tout petit, en fait, d'une part. Et puis, si j'ai bien compris, sauf erreur, finalement, l'observé était meilleur que le premier optimisé, c'est ça? Oui, que ça veut dire? Oui, d'un point de vue environnemental seulement. Oui, du point de vue environnemental, on est d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire finalement sur les limites objectives? C'est pas une critique de la méthodologie. Moi, je vois pas vraiment de limite à la méthodologie. Encore une fois, nous, on met un outil finalement après libre à l'utilisateur de fixer les exigences qu'il veut appliquer à son régime optimisé. Là, effectivement, les utilisateurs auraient très bien pu dire peu importe que l'impact environnemental augmente, nous, on veut tout axer sur l'aspect santé ou nutrition, donc on peut laisser libre l'augmentation de l'impact environnemental. Maintenant, c'est plutôt, je crois que c'est ce que disait Nicole en introduction, dans la plupart des mises à jour des guides alimentaires, etc., c'est plutôt pris en compte et avec un objectif de réduction des émissions de CO2. Philippe, peut-être pour compléter, de 4,7 à 4,9, c'était quand il n'y avait pas de contraintes sur les impacts environnementaux. Donc, quand il y a juste les contraintes nutritionnelles et d'acceptabilité, et c'est justement parce qu'ils ont vu que ça augmentait, qu'on ne gagnait rien, même voilà, on perdait sur l'environnement, ils ont ajouté par-dessus ça des contraintes environnementales. Et donc, d'après ce que j'ai compris, le choix qui a été fait était plutôt autour du modèle à 25% de réduction. D'accord. Merci. C'est ça, moi j'ai montré un scénario avec mon histoire de moins 15%, et je crois effectivement, et Véronique vient de confirmer que du côté suisse, ils ont opté pour une réduction de moins 25%. D'accord. Merci. On a
quelqu'un s'est connecté, là, j'ai un micro. Est-ce que c'est Jean-Louis tu veux parler, Jean-Louis, non? Oui, non, je veux bien. Merci, parce que c'est vraiment très intéressant ce matin. J'avais éventuellement une question. Alors, je ne sais pas si c'est pour Florent ou d'autres. C'est effectivement, on dit, quand on met en œuvre des contraintes environnementales, on dit on baisse tel aliment, on va plutôt augmenter tel autre. Je mets de côté les aspects purement nutritionnels. Hein. Mais en fait, on n'intègre jamais que, quelle que soit la filière agricole, l'empreinte carbone, l'empreinte environnementale au sens large, peut très fortement évoluer parce que les pratiques vont très fortement changer, quoi, en fait. Hein. Alors que ce soit sur l'empreinte carbone, sur l'utilisation de pesticides, on peut biodiversité, on peut multiplier les exemples. Et comment ça peut être pris en compte dès maintenant dans des logiciels d'optimisation ou de recommandation. Je mets encore de côté l'aspect vraiment purement nutritionnel. Hein. Ouais. Je réponds un bout, puis peut-être Florent, tu complètes parce que je vais parler que pour le côté suisse et comment nous on a fait. C'est vrai que j'ai pas dit, mais les impacts environnementaux qui ont été intégrés dans notre logiciel, c'est les impacts environnementaux d'aliments calculés pour la Suisse, donc spécifiquement pour nous. Donc en fait, le seul moyen, ça reste des moyennes. Mais moi, ce que je vois, c'est que la seule chose, effectivement, c'est refaire des updates régulièrement parce que c'est vrai que, en fait, ça se modifie. Et ce qu'on a fait, du coup, la modélisation avec les données sont de 2021. Peut-être que si on refait une recherche et qu'on a de nouveau des impacts environnementaux dans 3 ans, peut-être que ça va encore changer un petit peu, complètement. Et puis pour le prendre en compte, effectivement, dans des modèles d'optimisation, l'utilisateur peut très bien se dire, bien, je sais que dans telle filière, on peut gagner 15% de réduction d'impact carbone pour 1 kilo produit et changer les valeurs d'impact carbone de ce produit et faire tourner le modèle, ce qui fera un scénario avec une réduction à la production de tant de pourcents pour tel type de produit. Donc, c'est parfaitement intégrable dans des simulations de ce type. Je crois que c'est le moment de nous quitter, de vous remercier très sincèrement pour ces présentations très complètes et instructives et ces échanges. Et donc, rendez-vous au prochain webinaire et bonne fin de journée à tout le monde. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci.